Bonjour tout le monde, on va continuer notre travail autour de l'API JDBC Java Database Connectivity qui représente une technique d'accès aux bases de données. Comme je vous ai dit dans la partie 1, donc c'est le Banifou. Donc dans cette présentation, ou bien dans cette séquence, donc on va faire un rappel de JDBC ainsi que l'architecture en termes d'interface. On va donc soulever une problématique, c'est que avec la méthode que je vous ai montrée la dernière fois, donc si supposons que vous voulez changer donc la base de données ou bien le SGBD, automatiquement il faut changer donc le pilote ou bien le driver ainsi que la chaîne de connexion et vous êtes censé faire la modification au niveau de la classe, ce qui n'est pas pratique. Du coup, je vais vous montrer donc une méthode qui permet de sauvegarder toutes les propriétés de la base, à savoir le driver, la chaîne de connexion, le nom d'utilisateur, le mot de passe, dans un fichier de type properties. Je vais vous montrer comment vous pouvez communiquer avec ce fichier. On va continuer notre travail pour vous montrer les autres couches, sachant que dans la partie 1, je vous ai montré comment créer la couche DAO, Data Access Object. Maintenant, on va basculer vers la couche métier ou bien la couche service ainsi que l'entité qu'on va mettre en place. La dernière fois, toujours dans la partie 1 GDBC, donc je vous ai montré donc la variable statement qui fait partie d'une interface qui va vous permettre, selon la connexion choisie, d'exécuter la requête SQL, quoi que ce soit d'action qui permet de modifier les données de la table ou bien de sélection qui permet de récupérer les données. On va soulever donc les problématiques qui sortent avec l'utilisation de statement et comment résoudre le problème en adoptant une autre interface qu'on va découvrir aujourd'hui, le Prepared Statement. Et bien sûr, à la fin, donc on va passer à la mise en pratique pour manipuler ces différents concepts. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, vous avez une application Java, vous voulez communiquer avec une base de données. Alors, l'intermédiaire, l'API que vous allez utiliser, c'est l'API JDBC, Java Database Connectivity, qui permet donc d'exécuter à partir d'un programme Java des ordres SQL sur une base de données sort MySQL, PostgreSQL ou d'autres. Donc, c'est un API orienté objet. Du coup, c'est un ensemble de packages et de classes fournis pour faciliter la communication avec la base. Et bien sûr, l'objectif principal, comme vous savez, c'est la soumission des requêtes via un pilote ou bien un driver. En termes d'interface, donc en GDBC, donc il y a une classe principale Driver Manager qui va nous assurer la connexion vers la base. Une fois la connexion est établie, on peut exécuter des requêtes dès qu'on fait appel à une autre interface statement. Si la requête retourne un résultat, si la requête est une requête select, donc automatiquement on fait appel à un résultat set. La démarche que je vous ai montrée la dernière fois pour assurer la communication avec votre base. Donc, premièrement, il faut charger le pilote qui adapte la communication entre votre programme Java et puis le SGBD que vous allez choisir. Il faut établir la connexion, donc selon le SGBD utilisé. C'est ce qu'on appelle la chaîne de connexion qui est souvent en GDBC commence par GDBC 2 points. Soit vous allez se retrouver avec MySQL ou bien PostgreSQL ou d'autres. Une fois la connexion est établie, donc maintenant vous êtes apte d'exécuter des requêtes. Et s'il s'agit de requêtes select, vous pouvez récupérer donc le résultat sous forme d'un tableau afin de faire un autre traitement, bien l'affichage tout simplement. Donc la problématique qu'on va soulever aujourd'hui, c'est que supposons donc qu'il y a un changement de votre système de gestion de base de données. Je reviens avec vous vers la classe de la dernière séance au niveau de DAO. C'était la classe connexion. Alors cette classe-là, si vous voyez bien, c'est une classe qui contient les trois paramètres, les trois attributs, à savoir con. Tout le monde y fait appel à la bibliothèque Java SQL.étoile. Vous avez le ST pour exécuter donc le statement et puis le result set pour faire la récupération des données au cas où une requête select s'exécute. Il apparaît bien que pour établir la connexion, il faut charger le driver. C'était le com MySQL CG GDBC driver. Et pour ce faire, donc, je vous ai montré comment ajouter un nouveau driver en cliquant à droite sur la racine du projet. Donc, build path, configurer donc le build path, libraries. Et là, on clique sur add external jar
Et la dernière fois, si vous vous rappelez bien, j'ai partagé avec vous le lien pour récupérer donc ce jar. Une fois le jar est ajouté dans l'application, je vous demande de remarquer que voilà votre jar MySQL connecteur. Bah, si j'explore le jar, donc c'est un ensemble d'API de packages. Et chaque package, nous on a utilisé celui-là comme MySQL CGGDBC et plus précisément c'est cette classe qui contient le driver en question. Il y a chargement de driver. Bah, ça, c'est la chaîne de connexion. En MySQL, c'est GDBC, .MySQL, .localhost qui représente l'adresse de votre serveur, le numéro de port, et puis slash le nom de la base. Ça, c'est le nom du utilisateur, et puis le password. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, la problématique, c'est quoi? C'est que je veux changer le SGBD. Donc, automatiquement, je suis censé changer donc ces différents éléments. Et du coup, je dois toucher ma classe, ce qui n'est pas pratique. C'est pour ça, donc je vais vous montrer une méthode. C'est que on va mettre toutes les propriétés dont on a besoin pour communiquer avec la base dans un fichier de type properties. Donc, on va créer donc la solution, ça va être la suivante. On va créer un fichier qui porte le nom data properties. Et dans ce fichier-là, donc on va définir le driver, l'URL, user et puis le password. Et par la suite, on va découvrir ensemble comment nous pouvons communiquer avec ce fichier si vous voulez. Alors, pour ce faire, je reviens avec vous ici vers notre, si vous voulez, application. Donc, on va créer une nouvelle classe qui porte le nom. Alors, je reviens vers Eclipse. L'objectif maintenant, c'est à la place de mettre les valeurs telles qu'elles est au niveau de la classe et au cas où vous voulez un changement, vous êtes obligé de toucher la classe. On va changer la stratégie. C'est que on va créer un nouveau fichier qui porte le nom Data Properties et je vais vous montrer comment vous pouvez communiquer avec ce fichier. Alors, pour ce faire, sur le SRC, je vais créer un nouveau file. Donc, je vais l'appeler data.properties. C'est un fichier de propriété. Alors là, je parle de quatre propriétés. Driver, ou bien le pilote. Et chaque propriété, donc, je dois mettre le nom de la propriété, le symbole égal et puis sa valeur. Le deuxième, je sépare entre les propriétés par espace. Le deuxième, c'est l'URL, la chaîne de connexion. Le troisième paramètre, c'est le user. Le troisième paramètre, c'est user. Et le dernier paramètre, c'est le password. Alors, si je reviens vers la classe connexion, nous, on a utilisé ce driver. Je reviens ici et je mets la valeur de driver. Pour donc la chaîne de connexion, voilà notre chaîne de connexion. Et pour donc l'URL ou bien le nom du utilisateur, c'est root et qui dispose d'aucun mot de passe. Après, j'enregistre ces différentes propriétés. Maintenant, donc, j'ai séparé un petit peu donc le travail. Donc, j'ai un fichier properties qui est censé contenir toutes les propriétés dont j'aurais besoin pour accéder à la base. Et comme ça, donc, si j'avais un changement par la suite, bah, je ne vais pas toucher la classe connexion, mais plutôt je vais toucher la classe, le fichier de properties. Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va créer une nouvelle classe connexion. Du coup, je vais glisser tout simplement cette classe connexion vers le même package DAO. Bah, le système va me proposer donc la même classe qui contient les mêmes instructions. C'est une copie de la classe en général, ok, qui porte le nom connexion 2. Bah, je clique sur OK et on va travailler maintenant donc pour garder traçabilité puisque je vais partager avec vous le projet par la suite. Pour garder une traçabilité, ce qu'on va faire, c'est que ça représente la première solution de la première partie. Maintenant, on travaille sur la deuxième solution de la deuxième partie. C'est bon? Alors, notre fichier data, il est là. Maintenant, donc, il faut parcourir ce fichier pour aller chercher les différentes propriétés qui sont stockées dedans. Donc, c'est ce travail qu'on va faire tout de suite. Alors, pour ce faire, on a créé dans un premier temps notre fichier.
c'est un fichier de type properties. Premièrement, il faut ouvrir ce fichier et par la suite, il faut charger toutes les propriétés pour qu'on puisse les utiliser dans notre programme. Donc, au niveau de notre constructeur connexion 2, je vais déclarer une variable qui va de type properties, qui fait partie de Java Etude. Donc, je vais l'appeler properties. Donc, le rôle de cette variable que je viens de créer, c'est une variable qui permet donc de parcourir un fichier de type propriété et de charger toutes les propriétés qu'on a dedans. Et par la suite, pour accéder à une propriété, donc il faut différencier entre ces différentes propriétés à l'aide de noms. Et là, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez donc driver, URL, user et puis password. Alors, pour accéder aux propriétés, il faut ouvrir le fichier en question. C'est pour ça, donc on va utiliser une deuxième variable de type file input stream qui fait appel à Java EO, Java Input Output. Alors, je vais l'appeler data par exemple. C'est seulement pour rester dans la cohérence de la situation puisque j'aimerais bien récupérer les données. Et à ce niveau-là, je vais lui dire d'ouvrir le fichier en question, new file, input stream. Donc, le nom de notre fichier, je reviens avec vous ici. Le fichier que je viens de créer se trouve sur la racine de notre dossier SRC plutôt. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante, src / data.properties. Bien sûr, donc il va me demander la gestion d'exception puisque c'est des héros. Du coup, donc la déclaration, ces deux éléments-là, donc je vais les mettre pour éviter tout genre de problème au niveau de try. Pardon. Par la suite, j'aurais dû faire la chose suivante. Donc je dois charger les différentes propriétés. Alors pour ce faire, c'est simple. Je fais appel à ma variable properties, plus précisément à la méthode load, et là je lui demande de remarquer, donc il attend un input stream. Donc c'est notre fichier data ou bien notre variable data que je viens de récupérer. Maintenant, je suis sûr et certain que dans la variable properties, il y a toutes les propriétés que j'ai définies tout à l'heure au niveau de data properties, à savoir donc driver, URL, user et puis password. Par la suite, il faut seulement arriver à ces différentes propriétés. Alors, du coup, je vais changer mon travail ici. Alors, à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante. Properties.get propriété. Et là, donc, chaque propriété a son propre nom. Donc, j'ai le driver. Et j'aurais dû faire la même chose pour les autres. Alors, properties.get properties. Là, je parle de URL. Ici, je parle de la propriété, donc, user. Et puis, la dernière, ça va être la propriété password. Donc, properties.get property. Et là, donc, je parle de password. Et comme ça, donc, je lui demande de remarquer que aucune propriété ne figure dans la classe en question. Cette classe, elle est configurée de telle sorte qu'il va communiquer avec les différentes propriétés qu'on a ici. Et comme ça, donc, on vient de résoudre le problème de tout à l'heure. Au cas où vous avez changé le SGBD, vous n'allez pas toucher votre classe, mais plutôt vous allez toucher donc ce fichier de properties. Alors, ce que je vais faire par la suite, au niveau de démo, je vais ajouter une nouvelle classe. Je vais l'appeler connexion de démo. Je vais cocher le public static void main. Et là, donc, je vais ajouter tout simplement la classe connexion 2. C'est celui-là. Con2 est égal à new connexion. Avant d'exécuter le programme, il ne faut pas oublier de lancer la base.
puisque là, si j'exécute, bah, sûrement, je vais me retrouver avec la situation suivante. Si j'exécute donc l'application, il va me dire que connexion refusée, puisque le serveur base de données n'est pas encore démarré. Alors, comme je vous ai montré la dernière fois, moi, je travaille avec XAMPP. Bah, je vais lancer XAMPP. Il va m'afficher donc son gestionnaire ou bien son cPanel. Bah, je lance ma SQL qui se met qui se met à l'écoute sur le port 3306. Je lance le Apache comme un serveur web sur lequel vous pouvez accéder à votre base. Maintenant, une fois que j'exécute, bah, il va me dire qu'en quoi il est connected. Supposons que au niveau de ma base de données, la dernière fois, donc, on a créé une base qui porte le nom employee. Bah, je vais créer une nouvelle base de données. Je vais l'appeler par exemple test. Alors ici, tout simplement, au cas où j'ai changé la base, au niveau de Data Properties, bah, tout simplement, je vais changer ici de employee par test. Et quand je réexécute, alors là, je me retrouve avec la même chose. Et comme ça, donc, on vient de résoudre ce problème. Alors, par la suite, on va basculer vers la classe d'entité. Bah, il ne faut pas oublier que la dernière fois, donc je reviens ici pour mettre à jour, pour revenir vers la classe, la base de données employee. Bah, si je bascule vers la base de données, je vous demande de remarquer que la base de données employee qu'on a créée la dernière fois, elle dispose d'une table qui s'appelle personnel. Et cette table elle contient trois champs, trois colonnes, maths, nom et le salaire. Au niveau de notre application, donc on va ajouter une classe correspondante. Dans le jargon de l'orienté objet, on parle de l'entité. Bah, c'est la classe qui est censée être en correspondance, en communication avec la table de votre base de données. Alors, dès qu'on va créer donc une classe personnelle qui contient ses attributs, c'est les mêmes champs de la table personnelle de la classe employee. Et là, donc, vous avez les méthodes get qui permet de récupérer, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'orienté objet les getters et les setters. Vu que les paramètres, les attributs sont private, bah, du coup, vous ne pouvez pas avoir l'accès directement. Pour modifier le champ, bien l'attribut math, name, salaire, vous allez utiliser des setters. Et pour récupérer, vous allez utiliser des getters. Alors, on va basculer vers notre application Eclipse. On va continuer maintenant l'architecture de notre application. Je vais fermer toutes ces classes. Au niveau de Package Entity, donc je vais ajouter une nouvelle classe qui porte le nom personnel. Cette classe se compose des attributs suivants. Les attributs que je vais mettre en place correspondent au même champ de la base de données. Je ne suis pas obligé d'avoir le même nom, mais pour la logique des choses et pour simplifier un petit peu la mise en place de l'application, de préférence, j'utilise donc les mêmes identificateurs. Alors, vous avez private int math, vous avez donc private string name, et le dernier champ, private float le salaire. Bien sûr, il apparaît bien que les attributs math, nom et salaire et disposent de l'encapsulation private. Du coup, je ne peux pas accéder directement. Alors, pour assurer la communication avec ces différents paramètres, pour donner à l'utilisateur le droit de récupérer ou bien de modifier ces paramètres, on va ajouter les getters et les setters. Pour ce faire, tout simplement, au niveau de menu principal source, je vais aller vers Generate Getters and Setters. Et là, donc, il va m'afficher donc tous les champs. Et pour chaque champ, il me donne la possibilité. Est-ce que vous voulez le getter tout simplement? Get, il permet de récupérer. Et le set, il permet de modifier. Donc, les get, ce sont les récupérateurs. Et les set, ce sont les modificateurs. Alors, je vais sélectionner tout. Une fois que je clique sur Generate, alors là, je me demande de remarquer que ma classe entité, elle contient les attributs d'une part, qui sont private,
Et toutes les autres méthodes, à savoir les getters et les setters, sont définies comme public. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, getMat, il permet de récupérer la valeur de votre matricule. setMat, il permet de changer la valeur de votre matricule à partir d'une valeur fournie par l'utilisateur. Et comme ça, on arrive à mettre en place notre entité. On revient vers la présentation. Maintenant, on va donc, si vous voulez, développer les autres couches. Je vous ai montré donc la classe connexion de la couche DAO, Data Access Object. La deuxième classe, c'est la classe, si vous voulez, entity qu'on a mis en place au niveau de package entity qui porte le nom personnel, qui correspond à la table de la base. Maintenant, sous le package service, donc on va ajouter la couche métier, c'est la classe où vous allez développer donc les fonctionnalités CRUD, insert, update, delete, etc. Alors dès qu'on va créer une classe qui porte le nom personnel manager, pour accéder à la base, vous êtes obligé de passer par l'intermédiaire de votre connexion. On va déclarer statique puisque cette donnée, cette variable dépend de la classe tout entière. Pour des fins de performance, de préférence, il faut instancier cet objet à l'intérieur du constructeur de cette classe pour dire au système, au cas où j'ai plus cet objet-là, donc il faut détruire celui-là. Et par la suite, vous allez développer les différentes méthodes. Il y a la méthode add-personnel qui porte comme paramètre un objet P de type personnel. Vous allez exécuter la requête insert. Delete, donc vous allez exécuter la requête delete, ainsi de suite. Donc on va mettre en place cette couche métier. On va faire les tests nécessaires par la suite. Alors je bascule avec vous vers Eclipse. Au niveau de package service, donc on va ajouter une nouvelle classe qui porte le nom Personnel Manager. La couche service, quant à lui, pour accéder à la base de données, il ne va pas aller directement. Il va passer par l'intermédiaire de l'une des classes connexion que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, du coup, au niveau de cette classe-là, je déclare donc provide static j'utilise donc connexion 2 par exemple. Et au niveau de constructeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour des fins d'optimisation des bonnes pratiques, je vais instancier cet objet con à l'intérieur de constructeur pour garantir au système qu'une fois que j'ai plus l'objet personnel manager, automatiquement, j'aurai plus l'objet con. Alors, con est égal à new connection. Donc, on va mettre en place la première méthode qui permet d'ajouter une personne. Donc, ajouter une personne. Alors, pour ce faire, on va déclarer une méthode, donc public void add person. Alors, pour ajouter une personne, j'aurai besoin de la personne en lui-même, puisqu'on parle de l'orienté objet. Donc, l'argument qu'on va passer, c'est un argument de type entity qu'on a créé tout à l'heure, P. Alors, on va créer notre requête dans un premier temps. Alors, je déclare var puisque la requête elle est sous forme chaîne de caractères SQL. Alors, insert into la table personnelle au niveau de la base. Et là, comme je vous ai dit tout à la dernière fois, on est en train de marier entre le langage Java qui représente donc la syntaxe de cette classe et le langage SQL lorsqu'on veut communiquer avec la base. Insert into personnel values. Alors, d'où viennent les valeurs qu'on va insérer? Ce sont les attributs, les valeurs des attributs de notre objet P. C'est pour ça, donc on va utiliser de la concaténation, plus P point. Pour récupérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va utiliser les get. Plus, alors là, il faut faire attention avec la syntaxe de cette requête, virgule pour passer au deuxième champ. Le deuxième champ, c'est une chaîne de caractères dont la syntaxe SQL sera délimitée par simple code. Plus, donc, p.getName plus
Je ferme le simple code de tout à l'heure, virgule pour passer au troisième champ, plus p.getSalaire. Et il ne faut pas oublier à la fin de fermer le parenthèse qui est ouvert au départ. Et je termine par point virgule. Et là, je vous demande de remarquer la complexité de la mise en place de cette requête qui contient une partie qui est fixe et puis des parties qui sont variables et à chaque fois on utilise la concaténation. C'est pour ça qu'on va parler par la suite de limite de cette solution. Je vais vous montrer comment vous pouvez passer à ce qu'on appelle le prepared statement comme une solution qui va éviter ce sorte de travail puisque là on n'est plus dans les bonnes pratiques et le problème qu'on peut avoir par la suite, c'est les injections SQL, surtout lorsque vous allez déployer votre produit, votre solution sur le net. Du coup, cette méthode crée un tas de problèmes. On va voir par la suite comment le résoudre. Par la suite, on fait appel à con. On fait appel à SQL Action qui permet d'exécuter les requêtes d'action, puis on passe la requête SQL. Et si tout ça se passe bien, on va générer le message comme quoi record ou bien un enregistrement inserted. Donc, pour la méthode add, c'est une méthode de type procedure. Pour ajouter, j'aurai besoin d'un objet à ajouter. C'est pour ça, nous, au départ, on a créé donc un objet, une classe de type personnel avec mathName salary. On va préparer la requête en se basant sur les paramètres de cet objet P. Et du coup, donc, notre requête, elle contient tant de concaténation. Il faut bien soigner donc votre requête pour ne pas, puisque là, on est à l'intérieur sous la syntaxe SQL. Je vais vous montrer par la suite comment vous allez débloquer cette situation. Et par la suite, on demande à la classe connexion d'exécuter la requête SQL Action. Et on affiche pour l'utilisateur comme quoi record insert. Pour faire le test, je reviens vers démo. Je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler donc service main, parce qu'on est en train de toucher la couche métier. Et à ce niveau-là, alors je déclare une variable de type personnel. Je vais l'appeler P, new personnel. Donc je vais alimenter ces différentes valeurs. Pour le matricule, j'aurais dû faire la valeur 100 par exemple. Donc pour le nom, j'aurais dû faire personne 100 à titre d'exemple. Et pour le salaire, je mets 5000 par exemple. En même temps, je déclare un personnel manager. Donc, je vais l'appeler manager. C'est égal à new personnel manager. Et là, je fais tout simplement appel à la méthode que j'ai créée tout à l'heure. Donc, ça va être manager.addPersonnel et je lui passe l'objet P que je viens. Donc, pour la simulation, vous allez créer un objet P, vous allez créer un manager, vous allez monter votre objet P. On va donner une valeur pour le matricule, une autre pour le nom et puis à la fin une autre pour le salaire. Et par la suite, vous faites appel à la méthode addPersonnel avec l'objet qu'on vient de créer. On exécute notre application. Si tout ça se passe bien, vous aurez, donc il apparaît bien que le système a exécuté l'ancienne classe. C'est la classe connexion si vous voulez. C'est pour ça, donc voilà, il a exécuté cette classe-là, connexion démo. Alors du coup, je vais cliquer à droite à l'intérieur de la classe, run autant que Java Application. Et là, je vais demander de remarquer, connected, ça vient de la classe connexion, puisque ici on a mis connected. Action success, il vient de, puisqu'on a demandé SQL action, du coup il nous a affiché ça. Record inserted, ça vient de message que j'avais mis au niveau de la méthode add. On va vérifier maintenant la base. Et là, je vais demander de remarquer quand je reclique sur parcourir, on se retrouve avec
L'employé dans l'ID ou bien matricule 100, personne 100 et puis le salaire c'est 1000. C'est-à-dire que notre opération ou bien notre action est opérationnelle. On aura dû faire la même chose pour les autres actions, les requêtes d'action, à savoir, donc je vais voir maintenant la sépression. Donc séprimer. Alors qu'est-ce qui va changer au niveau de la sépression? Tout simplement la requête SQL. Donc ça va être un delete from personnel where math est égal, et là je fais appel à p.getMath. Bien sûr, je vais changer ici le nom de la méthode, ça va être un delete, et là donc deleted. J'aurais dû faire la même chose pour la mise à jour. Modifier donc une personne. Donc on va l'appeler à la place de add update. Et là je change la requête. Donc update personnel set name égale ici donc salaire égale where math est égal à plus 10 p.getMath. Donc on change la table personnelle, on change le nom par la nouvelle valeur qu'on vient de donner à P, on change le salaire, et là je vais demander de remarquer pour les chaînes de caractères, il ne faut pas oublier les simples codes. On va mettre ici comme quoi record updated. On fait le test par la suite. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on a ajouté déjà donc la personne dans le matricule 100. Ce qu'on va faire dans le démon maintenant, c'est que je vais lui demander maintenant de supprimer cet utilisateur. Bien, cette personne, pardon. Alors, je réexécute. Si tout ça se passe bien, on aura record deleted. Et quand je consulte la base, je lui demande de remarquer donc la disparition de notre personne dans le ID 100. Maintenant, on va changer les informations de l'employé, si vous voulez, numéro 5. Alors, à ce niveau-là, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Pour l'employé 5, vous allez mettre ce nom, new name, et vous allez mettre au niveau de salaire cette valeur. Et là, bien sûr, je change delete par update. Je demande au système de récupérer sous la ligne là où il y a l'utilisateur, la personne numéro 5, dans le matricule 5, il va lui changer le nom par celui-là, ainsi que le salaire. Je réexécute. Si tout ça se passe bien, donc ici déjà, il me donne donc une exception. Il me dit qu'en quoi in column name in field list. Le nom n'est pas reconnu, donc c'est un problème touchant la syntaxe donc SQL. Peut-être qu'on n'a pas utilisé le bon nom. Je reviens ici et là je vais demander de remarquer que je me suis trompé, on parle du nom, pas du name. Du coup, au niveau de personnel manager, au niveau de update, alors ici on parle du nom et l'autre champ c'est salarié. Alors j'enregistre et puis je reviens pour refaire le test, et là donc on se retrouve avec record updated, et quand je consulte la base, il apparaît bien que le nom est modifié et les autres informations. Alors il apparaît bien maintenant que au niveau donc de notre métier, donc il y a les différentes actions, les différentes méthodes qui vont définir les actions en général. Pour les autres méthodes, à savoir la méthode search si vous voulez, on va développer une méthode search public
quand on fait la recherche, on va le faire avec l'ID. Si l'ID existe, donc on va retourner donc les informations de la personne. Si le matricule n'existe pas, donc il faut afficher un message comme quoi il existe. Ben, il apparaît bien que maintenant on part d'une fonction qui retourne donc un objet de type personnel. On va l'appeler search personnel avec un attribut qui est int le mat. Donc à ce niveau-là, on va préparer notre requête SQL. Maintenant, c'est une requête de sélection. Alors, select étoile from personnel where mat est égal à cette variable mat. La requête, il permet d'aller chercher exactement la ligne qui correspond à ce matricule. Alors, par la suite, on va déclarer un result set rs dans lequel on va faire appel à count. Maintenant, c'est SQL select, la requête qu'on a au niveau de la classe connexion 2. Par la suite, donc, on va parcourir notre if rs. Donc, bien sûr, ici, de préférence pour des fins de performance, puisque notre classe elle retourne donc un objet de type personnel. Je déclare un P qui est initialisé avec la valeur nulle. Si rs est différent de nul, c'est-à-dire s'il y a un enregistrement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la chose suivante, c'est que on va initialiser le P, on va faire l'allocation au niveau de la mémoire avec P est égal à new personnel. Par la suite, on va rajouter la chose suivante, P.set mat. On va récupérer donc le résultat de la requête. Le matricule est de type entier. La colonne, il est indexé par 1, ainsi de suite. P.set nom, bien name, ça va être un rs.get. Le nom il est de type chaîne de caractères des coûts, donc on va le récupérer avec la colonne 2. Et puis la troisième, P.set salaire, ça va être donc un rs.get. Ça va être un float. Et là, il se retrouve dans la troisième colonne. Seulement pour vous dire, les instructions que je viens de faire ici, je déclare une variable avec la valeur nulle. Je demande au système de préparer cette requête. Une fois cette requête s'exécute, on va mettre le résultat dans un result set. Si le result set est différent de nul, donc on va lui dire si rs.next, c'est celui-là qu'il faut tester, différent de nul. S'il y a un enregistrement, on va instancier la variable P, n'est plus avec la valeur nulle. On va alimenter ces valeurs, mat et nom et puis salaire. On doit l'alimenter à partir d'où? À partir de l'enregistrement de la base qui est enregistré dans le RS. C'est pour ça qu'on va utiliser rsget qui permet de récupérer. La première colonne, il contient le matricule et de type int. La deuxième colonne, il contient donc le nom qui est de type chaîne de caractères. Et la troisième colonne de la requête, il contient le salaire qui est de type float. C'est normal qu'on ait un problème, c'est que le système il va demander donc un try et puis catch au niveau donc de notre appel. Et bien sûr ici, puisque next donc il retourne à un booléen, j'aurai plus besoin de faire cette comparaison. Par contre, il va me demander le try et le catch. Donc je lui demande d'ajouter le try et le catch. Voilà. Et quand on sort, on va lui demander de retourner la variable P. Donc ce travail-là, on va vérifier est-ce que le rsNext est différent de nul. Si c'est le cas, on va instancier l'objet, on va l'alimenter à partir de la ligne fournie par la requête. Si rs est égal à nul, on ne va pas rentrer ici, et comme ça, donc on va retourner la valeur nulle. On va tester maintenant cette fonction au niveau de notre démo. Je peux mettre ça en commentaire. Je vais déclarer une nouvelle personne, je vais l'appeler psearch est égal à manager.search personnel
Et là, je lui demande d'aller chercher la personne 1. Alors, if psearch est différent de nul, ce n'est pas nul. Dans ce cas-là, donc je vais afficher les valeurs qui viennent de la base. CESO, donc psearch.getMath, anti/t pour la tabulation, puis psearch.getName, tabulation, puis psearch.getSalaire. Else, c'est-à-dire que notre objet qu'on cherche, ou bien notre personne, n'existe pas. Donc, personne n'existe. On a donné la valeur 1 pour personne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, la personne 1 existe déjà. Du coup, il va le récupérer à partir de la base. C'est personne 1 et puis 5000. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, si je lui donne une valeur d'un... Je donne 0 par exemple. Quand je réexécute, alors là, il va nous dire qu'en quoi la personne existe. Et comme ça, donc, on est arrivé à mettre en place notre classe search. La dernière méthode qu'on va mettre en place, donc c'est la méthode qui permet, donc ici c'est la recherche. Par la suite, je vais vous montrer donc le parcours ou bien l'affichage de tous les... donc ici on parle de l'affichage. On va déclarer, si vous voulez, une méthode booléen par exemple. On va l'appeler all personnel avec aucun paramètre. Donc select étoile from et il n'y a aucun paramètre puisque je vais tout afficher. Donc ici j'aurai besoin d'un while rs.next. Alors je vais faire la chose suivante. Je fais appel à CESO. Et là donc j'affiche la valeur qui vient de la première colonne plus tabulation, la valeur qui vient de deuxième colonne qui est sous forme chaîne de caractères qui vient bien sûr de la base, et puis anti/t plus la valeur qui vient de la troisième colonne. Et là j'aurai plus besoin du reste. Je parcours la liste et à chaque fois que je trouve un élément, je dois l'afficher. Alors je reviens ici vers le main et là je fais appel à manager.allPerson. Donc il est censé afficher tous les enregistrements. Et là donc on a peut-être une erreur au niveau de la requête SQL, c'est des SQL Syntax Error Exception. Alors là, donc il nous dit qu'en quoi il y a un problème avec les simples codes. On va voir pourquoi alors. Je reviens ici vers Personnel Manager. On a demandé donc au système d'exécuter la requête SQL, tout simplement puisque j'ai oublié le where au niveau de la requête. C'est pour ça qu'il nous a généré un message qu'en quoi il y a un problème syntaxique. Et voilà donc les 4 enregistrements, puisque dans la table, il n'y a que 4 enregistrements, 1, 2, 3 et puis 5. Et voilà les enregistrements en question. Et comme ça, donc dans la table, dans la couche métier, donc il y a une sorte de séparation si vous voulez. Maintenant, on peut parler d'une architecture qui est séparée. Vous avez l'architecture DAO, là où vous allez mettre tout ce qui est classe. Vous avez l'architecture, la couche, plutôt le package entity, là où vous allez mettre les classes qui correspondent aux différentes tables de votre base. Et dans la partie service, c'est là où vous allez développer la partie create, à savoir donc l'ajout, la suppression, etc. Je reviens avec vous vers la remarque suivante, c'est que écrire la requête avec cette façon, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc c'est compliqué et puis on est plus sous les bonnes pratiques
et peut-être qu'on va tomber dans une situation des injections des requêtes SQL. Pour résoudre ce problème, je reviens avec vous vers la présentation. On va utiliser un concept qui porte le nom Prepared Statement. À la place donc d'utiliser donc Statement, qui permet de, si vous voulez, de fournir une méthode pour exécuter les requêtes, à partir du statement, donc il y a une interface qui porte le nom Prepared Statement, qui est dynamiquement rapide. Il permet de stocker donc les données d'une façon binaire. Comment il s'exécute? Alors là, il y a deux steps. Donc l'étape 1, c'est l'écriture de la requête. Et là, je vais demander de remarquer la présence du point d'interrogation. Dans un premier temps, on va écrire la requête. Et si on a besoin des paramètres à fournir par la suite, on ne va pas utiliser la concaténation comme la solution de tout à l'heure, mais plutôt vous allez utiliser donc les points d'interrogation. Vous écrivez votre requête dans un premier temps. Et par la suite, deuxième étape, vous allez fournir les paramètres. C'est-à-dire, à la place de faire une tâche, là où vous faites la requête et l'envoi des paramètres, maintenant vous allez séparer. Vous aurez la requête d'une part et les paramètres à envoyer d'autre part. C'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Je reviens avec vous ici pour bien vous montrer, donc, vous expliquer la situation. On aimerait bien mettre ici donc un code qui est lisible et qui est maintenable par la suite. Ce qui n'est pas le cas ici, et surtout lorsqu'il s'agit d'un ensemble de paramètres qui est intéressant. Du coup, la gestion, donc cette syntaxe ou bien cette instruction devient incontrôlable. Deuxième des choses, vous risquez d'avoir donc un problème de sécurité, donc plus précisément au niveau des injections SQL. Le fait d'écrire la requête avec cette façon. Comment résoudre le problème? On va utiliser donc une autre interface qui hérite à partir de statement. C'est ce qu'on appelle le prepared statement. Pour ce faire, donc je vais couper la classe. Donc je ferme tout ça. Je vais glisser la classe personnel manager vers service. Le système il va garder les mêmes instructions. C'est une copie de cette classe. Il va proposer le nom personnel manager. Donc, je vais cliquer sur OK. Et là, on va travailler ici. Je vais vous montrer quel est l'impact de l'utilisation de Prepared Statement par rapport à Statement. Pour intégrer Prepared Statement, la première des choses qu'il faut faire, c'est que on va faire donc un ajustement de la classe de connexion qui nous ramène vers la base. Je vous demande d'aller vers la classe connexion 2. À ce niveau-là, donc on va ajouter le getter de cette connexion puisque le prepared statement aura besoin d'emprunter puisqu'il hérite à partir de statement. Et si vous vous rappelez bien, le statement il est lié avec la connexion. Le prepared statement il aura besoin de la connexion sur laquelle il va s'exécuter. Alors pour ce faire, on va aller vers source, generate getters and setters. Et là, on va prendre tout simplement le getCon pour récupérer la connexion qui pointe sur les paramètres qu'on a mis tout à l'heure au niveau de Data Properties. Alors, generate. Alors, par la suite, je reviens vers Personnel Manager 2. Et là, on va faire les modifications nécessaires. Donc, à la place d'écrire une requête au niveau, donc, si vous voulez, avec la concaténation, on aura dû faire la chose suivante. On va lui dire insérer pour moi dans la table personnelle les valeurs suivantes. Les valeurs pour le moment ne sont pas reconnues puisque tout à l'heure je vous ai parlé des steps ou bien des étapes. Pour le moment, on prépare seulement la requête. Par la suite, on va définir les différents éléments en question en général. Alors par la suite, je déclare un prepared statement qui représente une interface qui fait partie lui-même de Java SQL. Je vais l'appeler statement à titre d'exemple. Et là, donc, je vais la brancher avec la classe leCon qui nous permet d'accéder aux paramètres. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai montré, je vous ai demandé de récupérer donc la connexion via cette méthode. Alors, je vais lui dire, via con, vous allez faire appel à la méthode getCon et plus précisément à prepared statement, on lui passe la requête SQL.
il va me demander bien sûr d'ajouter donc les Trails Declaration. Donc je vais ajouter donc soit Trails, soit try. Donc de préférence, donc à ce niveau-là, je vais ajouter des try. Et je mets donc toutes les instructions, même celui-là, donc je vais la mettre à ce niveau. Alors, je demande l'exécution de la requête. Mais avant d'exécuter la requête, quelle est la deuxième étape? C'est qu'il faut fournir les différents paramètres. Ici, j'ai 3 paramètres. Je vais lui dire, alors pour le premier paramètre, je mets statement.set qui permet d'alimenter une valeur. Le premier paramètre, c'est un entier. Du coup, je fais appel à setInt. Et là, donc, je donne l'index, la position, donc là, le premier paramètre. Il faut le récupérer à partir du p.getMath. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a donc un paramètre qu'on passe. Donc le premier paramètre doit être à partir de p.math. Et je ferai la même chose pour les autres. Le deuxième paramètre, c'est une chaîne de caractères. Du coup, j'aurais dû faire string. Donc c'est le deuxième paramètre. Et là, je fais appel à get.name. Le troisième paramètre, ça va être un float. Et là, donc, c'est le troisième qui fait partie à get.salary. Une fois les paramètres sont préparés, la requête elle est là, les paramètres sont déjà préparés. Par la suite, je demande à statement d'exécuter la requête. Execute. Et là, donc, il va exécuter la requête correctement. Et là, je lui demande de remarquer la différence entre cette syntaxe qui se base sur la concaténation et celui-là qui se base sur la séparation des tâches. Vous préparez la requête et par la suite, vous préparez les différents paramètres et à la fin, vous pouvez passer à la phase d'exécution. Donc, on va tester cette méthode-là. Donc, je vais ajouter une nouvelle, classe. Je vais l'appeler donc manager2 demo avec public static void main. Je vais copier donc le même scénario que j'avais mis tout à l'heure au niveau de service main. Ben, c'est ce scénario-là. Et je vais changer tout simplement. Donc, à la place de personnel, c'est bon, mais à la place de personnel manager, je vais utiliser celui-là. Et là, je vais ajouter une nouvelle valeur, 6 par exemple, P6. Et là, donc, je mets un salaire. Et par la suite, je fais appel à manager.add personnel. J'exécute. Et là, je vous demande de remarquer qu'on arrive à la même situation. Record inserted. Quand je consulte la base, je me retrouve avec le paramètre 6, P6 et puis 4230. Et j'aurais dû faire la même chose pour les autres. Donc, toujours pour personnel manager 2, j'aurais dû faire la même chose pour les autres. Donc, je change donc pour cette requête-là. Je mets directement point d'interrogation. Et là, donc, je vais éviter la concaténation. J'aurai plus besoin de cette instruction-là, mais plutôt j'aurai besoin de ces éléments. Alors, pour delete, le premier paramètre que je viens d'ajouter, c'est le matricule. Et là, j'aurai besoin d'ajouter donc try et catch. Et la même chose pour l'instruction en question. Donc, la même chose pour celui-là. Donc, j'aurais dû faire la chose suivante. Math, point d'interrogation, virgule, non égale point d'interrogation, where,
mat est égal, point d'interrogation. Et je ferme. Comme ça, j'aurai plus la concaténation. J'aurai plus besoin de ça. Puis, donc, je mets le try et le catch. Et je vais copier les mêmes instructions de, si vous voulez, l'ajout. Bien sûr, donc au niveau de la séparation, donc j'ai oublié une chose très importante, c'est qu'il faut exécuter. Si vous ne faites pas l'exécution, bah, le système ne va rien faire. Alors je vais copier maintenant tout ça. Sauf que pour le update, il faut faire attention en termes de paramètres. Donc j'ai la requête ici. À l'intérieur des tries, j'aurais dû faire ça. Cette instruction, je vais la déplacer à ce niveau après l'exécution. Mais au niveau d'ordre, il faut faire attention. Le matricule, il apparaît en troisième rang. Donc ici, je mets 3. Le ici, donc je me suis trompé, c'est salarié. Le salaire, il est en 2. Et le nom, je l'avais mis en premier. Il faut faire tout simplement seulement attention à ces différents éléments. Pour donc la recherche, bah, j'aurais dû faire la même chose. Ici, je mets un point d'interrogation. Et là, donc, j'aurais besoin de faire la chose suivante. Mon result set, je déclare donc déjà le prepared statement. Ici, il y a un seul paramètre, donc j'aurais dû faire la chose suivante. Je peux récupérer celui-là. Alors, pour la recherche, j'aurais dû faire la chose suivante. Bah, je déclare le prepared statement. J'ajoute donc le try et le catch. Pardon, c'est pas à ce niveau-là. Donc cette instruction, je vais la mettre à ce niveau. Par la suite, donc le result set que j'avais mis ici, donc je récupère ces différents éléments, celui-là. Alors j'aurais dû faire la chose suivante. Le result set égale à statement point execute query pour récupérer une requête d'action. Je change ici donc l'exception par exception, sachant que exception c'est global. Et puis je prends ces éléments. Et bien sûr à la fin, donc j'aurai plus besoin de ça. Je retourne la variable R, P plutôt. Et comme ça, je vais demander de remarquer donc la présence de cet élément et de même pour le reste. Et du coup, je vais demander de remarquer donc la différence entre cette classe et puis celui-là en termes de lisibilité, en termes de structure, et en termes d'organisation et même en termes de la sécurité. Donc après avoir parlé de ça, donc c'était l'occasion de vous montrer comment assurer la communication avec votre base de données. La séance prochaine, ou bien la séquence prochaine, on va le consacrer à la situation suivante. Il apparaît bien que dans notre projet, donc on a un problème, c'est que on a ajouté donc la bibliothèque manuellement. Et du coup, lorsque là je vous demande de remarquer que ma bibliothèque fait appel au chemin suivant. Quand je vais déployer donc l'application sur le serveur, bah, est-ce qu'on a la même structure et la même architecture? Bien sûr que non. Et du coup, ça peut gêner un problème lors de déploiement, de telle sorte, et va veut dire qu'en quoi votre driver que vous venez de mettre en place n'existe pas. Puisque là, vous travaillez d'une façon classique qui se base sur un chemin qui est local à la machine. Supposons que vous avez plusieurs bibliothèques à fournir et à livrer avec votre produit. Bah, cette méthode-là, il montre ses limites.
C'est pour ça, donc, la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer le GDBC dans une application Java qui prend en charge le framework Maven. Et comme ça, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser la gestion des bibliothèques, comment automatiser donc les tests et comment agir sur le déploiement de votre projet.